Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une chercheuse en sciences de l'éducation. Ses recherches portent sur les rapports entre l'utilisation du jeu en classe et l'apprentissage. Dans le cadre de ses recherches, elle a créé différents jeux, notamment pour faciliter l'entrée dans l'écrit et les mathématiques. Bonjour Sylvie Muguerza Van Lint. Bonjour Mathieu. Alors, souhaites-tu ajouter ou préciser quelque chose à la présentation que je viens de faire ? Moi je me disais que ce qui m'importe aussi, c'est de dire qu'au-delà de ces, qualifications professionnelles, je tiens toujours à préciser que j'ai aussi une famille, voilà et 5 enfants et que ça a fort joué, c'est le cas de le dire, dans ces orientations-là. Parce que bon, ayant déjà une formation d'enseignante, de psychologue et de pédagogue quand j'ai eu mes enfants, j'ai pas pu, me résoudre à les mettre à la crèche et donc je suis vraiment restée avec eux, 100 du temps, à les voir grandir. On est 4 très, très rapprochés et donc à créer des jeux avec eux et à les construire vraiment aussi, ensemble et ça m'a apporté énormément de choses au niveau, professionnel aussi. Une autre chose que je voulais aussi un petit peu rajouter, c'est que moi, ce qui m'importe, au niveau professionnel, c'est vraiment de jeter des ponts entre, d'une part, le monde académique, de la recherche et directement le terrain de la classe et de l'école et c'est bien pour ça que mon emploi du temps, il se divise avec d'une part, de la recherche, au sein de l'université et alors que ce sont des recherches qui en fait se passent, dans les classes et avec les enseignants et de l'autre partie en formation initiale des enseignants et moi c'est vraiment ça qui est mon objectif professionnel. Alors, on va continuer un petit peu à s'intéresser à ton parcours. Pourquoi as-tu choisi de faire de la recherche en sciences de l'éducation et plus particulièrement sur le jeu? Alors la recherche, je pense que quelque part ça fait partie de mon ADN et d'un ADN familial parce que, voilà, je viens aussi d'une famille nombreuse et on travaille tous quelque part dans la recherche. Je pense que voilà, notre éducation a sans doute dû nous éveiller à ça, à se poser des questions plus qu'à chercher des réponses, à essayer toujours d'approfondir, à essayer de voir le comment, mais surtout aussi le pourquoi des choses. Donc, la recherche, moi ça vient vraiment de ça. Éducation, sciences de l'éducation, voilà, depuis toute petite, oui, j'ai participé à des mouvements de jeunesse. D'abord, j'avais 5 frères, donc une famille nombreuse, participé à des mouvements de jeunesse et puis la suite logique de participer à des mouvements de jeunesse, c'est d'en devenir, animateur, de faire des formations d'animateur et je pense que tout ça a éveillé ces questions en moi. Je me souviens toujours que en secondaire, on a tous comme ça un peu rencontré les agents PMS et je suis revenue de cette première visite avec un agent PMS avec, le Piaget et il m'avait conseillé de lire Piaget. Bon, je devais avoir 13, 14 ans, mais déjà c'était ce type de questions, j'avais dû parler de ça avec lui et il m'avait proposé de lire ça. Donc voilà, ça vient sans doute de loin. C'est vraiment pour moi cette rencontre d'un aspect d'abord développemental, hein. L'enfant tout petit, il apprend à marcher, il apprend à parler, il a pas vraiment besoin d'école et cetera et puis ce projet d'une école qui lui permet d'entrer de plein pied dans cette communauté humaine qui a construit toute une culture, en beaucoup de siècles et avec, beaucoup de peuples différents et ce passage de ces 2 apprentissages qui se passent pas de la même façon, moi ça m'a toujours passionnée. C'est comme ça que je suis entrée dedans. Et le jeu dans tout ça? Alors le jeu dans tout ça, je pense que moi au-delà du jeu objet, c'est l'attitude ludique qui m'intéresse. C'est l'attitude ludique, chère à Henriot là et tout, hem, qui pour moi est vraiment d'abord la manière sans doute dont moi je suis entrée aussi dans tous ces sujets-là. C'est vraiment, cette attitude qui te permet non seulement d'essayer, de réessayer, de réessayer, parce que quand, on a perdu une partie de n'importe quel jeu, on a une seule envie, c'est de recommencer, de faire la belle et qu'en fait, si tous les apprentissages se passaient comme ça, tout le monde excellerait à mon avis dans tous les apprentissages. Cette manière aussi de se dédoubler quelque part, parce que quand on joue soi-même. Ça, je trouve aussi déjà très important. On est un sujet tout à fait actif qui joue, qui prend des décisions, qui élabore des stratégies. Mais en même temps, on a quelque part ce petit regard aussi, ce petit recul qui nous voit, qui se voit jouer et qui se dit: «Oh, peut-être j'aurais pas dû faire ça». Donc on a ce recul réflexif qui me semble tellement important dans l'apprentissage pour pouvoir
apprendre et en même temps essayer de voir, bah, comment on peut intégrer ça à nos autres apprentissages. Et donc c'est ça que moi j'aime dans le jeu et qui me semble tellement vecteur d'apprentissage. Si on pouvait garder cette attitude-là dans, à mon avis, à peu près tout dans la vie, je pense que d'une part, ben, on serait plus heureux, on pourrait mieux vivre ensemble aussi et on apprendrait beaucoup plus parce qu'on oserait, on a moins peur du regard des autres. Une fois qu'on dit qu'on est en train de jouer, on est en train de jouer et on ose se montrer comme on est et on ose se tromper et c'est pas le problème parce que ce qui compte, c'est d'être ensemble et de jouer, de prendre du plaisir et d'essayer chaque fois de progresser à ce niveau-là, quoi. Alors les expériences que tu mènes, dans le cadre de tes recherches sont faites avec des enfants de maternelle et de primaire. Quelles hypothèses, as-tu posées et cherché à vérifier? Alors, il faut savoir que dans la recherche en sciences de l'éducation, les budgets sont extérieurs à l'université et sont commandités, essentiellement par, le ministère de l'enseignement, pour la plupart des recherches. Et donc ces recherches sont commanditées déjà sur un public défini. Donc c'est un petit peu par hasard, j'ai envie de dire, hein, que quelque part, au début en tout cas, je me suis intéressée, plutôt aux maternelles, puis aux primaires. Je fais quelques études sur le secondaire, mais pas beaucoup. Mais donc là, c'est pour répondre à des commandes. Ensuite, quand j'ai voulu plus spécifiquement me concentrer sur une tranche d'âge en particulier, je choisis effectivement. D'abord, pendant tout un temps, c'était les primaires. Et là, maintenant, mon leitmotiv, c'est vraiment les maternelles parce que cette entrée dans les apprentissages scolaires est vraiment quelque chose de pas évident, qui demande une transition. L'enfant a déjà appris plein de choses, mais l'apprentissage à l'école, c'est autre chose et la plupart du temps, l'enfant comprend pas très bien comment du jour au lendemain, bah, voilà, il a quitté la crèche ou la gardienne, il se retrouve à l'école. S'il sait bien que maintenant il a un cartable ou une boîte de collation et cetera, les objectifs précis de ce nouveau lieu de garde sont pas facilement, compréhensibles, sont pas toujours bien explicités à hauteur d'enfant de 3 ans, de 4 ans et je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'inégalités d'apprentissage qui ont leur origine là. Quelque part dans pas trop bien comprendre, penser que voilà, on est entre copains, on s'amuse bien, on passe le temps, parce que papa et maman travaillent, parce que mon rôle est maintenant d'aller à l'école. Mais c'est quoi être à l'école? Et au-delà de répondre aux consignes de madame ou d'être, entre guillemets «sage» et de ne pas parler quand il faut pas et cetera, je pense qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui comprennent pas vraiment ce sens-là, qui comprennent pas que l'apprentissage, c'est juste pour eux et pour mieux, comprendre ou participer au monde qui les entoure. Donc c'est ça. Alors dans mes recherches, objectifs, c'était dans un premier temps quand j'ai, construit là les jeux dont tu parlais, d'entrer dans l'écrit, d'entrer dans les mathématiques, à la jonction entre le maternel et le primaire. Bon, dans la part, c'était une commande et c'était une commande d'essayer de construire des ponts entre la famille et l'école. Et donc dans le pont entre école et famille, ben moi j'ai tout de suite évidemment pensé à des jeux qu'on pourrait jouer à l'école, mais aussi à la maison, qu'on pourrait porter des 2 côtés et qui permettraient du coup de faire les liens par rapport, à ces apprentissages. Ça, c'était la commande et au-delà de ça, mon objectif était d'essayer de voir si dans un apprentissage, ludique avec, des jeux dans lesquels, la stratégie est importante, une stratégie à hauteur d'enfant de 5 ans, hein, évidemment, c'est pas comme, jouer aux échecs, mais une stratégie quand même, donc on n'est pas simplement dans une reproduction de savoir-faire, d'algorithmes. Si jouer à ces jeux-là permettait voilà, de progresser, par rapport à des apprentissages ou en tout cas des objectifs visés par l'école. C'était ça l'objectif de ces recherches-là. Et concrètement, comment se sont déroulées, les recherches que tu as menées? Quels étaient les ateliers qui ont été mis en place et avec qui? Oui, alors comme, recherche, comme méthodologie de recherche, ce que j'ai eu les 2 fois, parce que c'est chaque fois c'est 2 recherches différentes, c'est que de toute façon, je travaille toujours avec des enseignants volontaires à qui, on explique les tenants et aboutissants de la recherche. Ces enseignants-là, je leur ai proposé d'introduire une quinzaine de jeux au fil de l'année scolaire. Donc, en 5 temps, ils ont chaque fois introduit 3 jeux. Ces jeux, je les passais chaque fois un temps de concertation d'environ 2 heures avec eux pour expliquer 3 jeux.
jouer, faire la règle, essayer de voir quels objectifs étaient là derrière et je leur fournissais le matériel aussi pour qu'ils aient pas à faire ça, de manière supplémentaire et donc tout au long de l'année, ils ont proposé ces jeux aux enfants. Maintenant j'insiste parce qu'on va y revenir au moment des résultats. Moi, je pars toujours du principe de faire confiance et aussi que l'enseignant, c'est le premier professionnel dans sa classe et donc voilà, moi je leur demandais de proposer ces jeux-là aux enfants, mais après de les utiliser comme bon leur semblait parce que, c'est eux seuls qui connaissent leur classe, c'est eux seuls qui peuvent voir comment, introduire ça dans le cours de leurs activités quotidiennes. Moi, j'ai testé les enfants, individuellement en début d'année et puis j'ai refait un test similaire, en fin d'année. Ce test portait, sur les apprentissages, visés, en fin de maternelle. D'une part en ce qui concerne, le nombre, la compréhension du concept de nombre et sur la compréhension de l'autre partie, l'autre recherche, compréhension de ce que c'est l'écrit, à quoi ça sert l'écrit, quand est-ce qu'on utilise l'écrit et un petit peu de conscience phonologique pour l'autre recherche. Donc pré-test, post-test des deux côtés, une introduction petit à petit progressive des jeux de société. Et il y avait encore aussi une autre particularité méthodologique, c'est que dans certaines classes, on a organisé des cafés des parents où les parents venaient découvrir les jeux. À chaque fois, j'étais aussi présente parce que ça se passait en classe. L'enseignant avait déjà beaucoup à faire avec les enfants, donc on était 2 pour ça, pour pouvoir accueillir à la fois les enfants et les parents. Les enfants expliquaient les jeux aux parents, ils jouaient entre eux et les parents avaient l'occasion d'emporter des jeux à la maison et de les rapporter, 15 jours, 3 semaines après, éventuellement d'en emprunter d'autres. Donc ça, c'était, le dispositif méthodologique en tout cas. Tu nous as parlé de jeux. Quels sont-ils? Qu'est-ce que c'était comme jeu? Est-ce c'est Alors ces jeux-là, comme toujours dans les recherches, il faut que tout ça aille très, très vite. Donc, je me suis basée sur des jeux, en tout cas des structures de jeux bien connues, hein. Par exemple, le jeu de la bataille est un jeu super connu évidemment, mais là je l'ai transposé sur des compétences ou des apprentissages qui doivent être réalisés à l'école maternelle et donc par exemple, le jeu de bataille, c'est un jeu qui va être composé de d'autant qu'on veut ici, je pense, à une quarantaine d'images de la vie quotidienne d'enfants de 5e, de 5, d'environ 5 ans. Et là, les enfants vont jouer comme au jeu de bataille, si ce n'est que le principe hiérarchique est donné par le nombre de syllabes qui composent le mot illustré. Le mot illustré ou un synonyme, parce que bon, l'illustration peut toujours donner lieu à différents mots. Et donc, dans un premier temps, voilà, les enfants, ils retournent une carte chacun et ils essayent de déterminer c'est quoi le mot qui est représenté, de compter le nombre de syllabes et en fonction de ça, c'est celui qui a gagné le pli, c'est celui qui a le plus grand nombre de syllabes. Donc la plupart de ces jeux sont basés comme ça, sur des structures très très connues, ce qui permettait aux enseignants d'entrer très vite dans le jeu, de très vite comprendre la règle, l'enfant aussi d'entrer rapidement dans la règle. Cependant, moi, je veille toujours à ce que, justement, enfin, comme je l'ai dit là précédemment, ce soit pas juste un algorithme. Et là, je dois avouer que dans certaines classes, ça a posé un petit peu de problème. Bon, pas vraiment un grand problème, c'est simplement que voilà, je suis passée dans les classes et j'ai pu me rendre compte que parfois certains enseignants intervenaient et demandaient aux enfants d'utiliser le même mot pour la même image. Si par exemple il y avait une illustration de chat, demandait aux enfants de dire toujours chat. Alors que, très vite, l'enfant qui veut gagner et qui se rend compte qu'il a cette image de chat où il y a une seule syllabe, les enfants avaient des idées de dire chaton au lieu de chat ou même chat de gouttière, etc. Parce que l'appât du gain, j'ai envie de dire, hein, le fait qu'il avait envie de gagner et donc ils avaient bien compris qu'il fallait trouver un nombre de syllabes plus grand et donc effectivement, ils proposaient des choses. Alors là, voilà, moi je suis intervenue auprès des enseignants à ce niveau-là en disant écoutez, non, la règle, elle demande juste de proposer un mot qui est en lien avec l'image, ensuite d'essayer de déterminer combien de syllabes fait ce mot-là pour pouvoir déterminer qui avait gagné le pli. Et donc là, ça a été un petit moment pour expliquer aux enseignants ce qu'était vraiment l'objectif, que l'objectif n'était pas de dire tous le même mot, il n'y a pas d'objectif de vocabulaire, mais au contraire, d'avoir cet esprit un peu de flexibilité mentale qui permettait aux enfants de trouver des mots différents
Et du coup, d'abord, non seulement l'attrait pour les enfants de ce jeu, il grandit énormément parce que s'il s'agit juste de dire chat quand je retourne une image de chat, pour moi le ludique est vraiment minime. Une fois que j'ai tout découvert, c'est plus très, très intéressant. Tandis que si on peut les uns les autres, petit à petit, penser à d'autres mots et du coup, à chaque fois il y a un nouvel, une nouvelle possibilité éventuellement de gagner, on s'amuse tous beaucoup plus et pour moi, c'est là que le jeu peut vraiment prendre son essor. Donc voilà, des jeux simples mais une possibilité de stratégie. Est-ce que cette appropriation, du jeu par les enfants avait été anticipée? Non, c'est-à-dire que moi, enfin, quand moi je crée le jeu, je le joue un peu comme ça, à la maison et puis je vais dans les classes et c'est en jouant dans les classes que je me rends compte effectivement qu'ils pensent à ça et moi je pense peut-être à des autres choses et cetera et c'est sur base des pré-tests, hein, j'ai envie de dire sur la base de l'expérimentation des jeux que je me rends compte effectivement de choses qui sont proposées par les enfants et donc que je me rends compte que c'est tout à fait possible, hein, mais alors le pas suivant, c'est de le faire accepter par les enseignants, de les rendre attentifs à ça et de permettre du coup une espèce de contagion. Parce qu'il y a certains enfants qui pensent plus que d'autres à des utilisations parfois un petit peu divergentes, auxquelles même moi je n'avais pas pensé, qui moi me semblent très, très intéressantes et il s'agit de faire partager ça aux autres enfants et alors, c'est un espèce d'effet boule de neige. Les autres vont aussi commencer à prendre un peu c'est pas vraiment de la distance, mais vraiment s'approprier les règles parce qu'on respecte la règle, hein. Même avec les enfants, on peut avoir recours à une relecture de la règle pour s'assurer qu'on n'est pas en train de l'enfreindre. Il ne s'agit pas d'être hors jeu, mais il s'agit de profiter de toutes les possibilités en fait qu'offre la règle. J'aime bien, comme souligne toujours Duflo, hein, c'est vraiment cette légale liberté et moi, c'est bien ça que j'aime bien, travailler, jouer avec les enfants et les rendre conscients justement de cette liberté apportée autour de la règle, quoi. Mais dans un premier temps, moi, je j'anticipe pas toujours parce que c'est vraiment l'enfant, il réagit vraiment différemment de l'adulte et donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse chaque fois, c'est de trouver les stratégies un peu divergentes qui permettent à l'enfant ou à l'adulte aussi, hein, c'est la même chose de pouvoir s'approprier les règles. Alors, ce qui nous intéresse tous maintenant, c'est de savoir un petit peu quels ont été les résultats de tes recherches. Ouais. Alors, dans un premier temps, donc moi j'avais mon pré-test et mon post-test, donc je faisais des statistiques, tout à fait classiques et on n'obtient pas de différence significative entre, les classes. J'ai peut-être oublié de le mentionner que j'avais évidemment aussi des classes témoins dans lesquelles il n'y avait pas vraiment de jeu. Bon, là, c'est une première chose. Dans un premier temps, bien sûr que le chercheur est toujours un peu déçu, mais en même temps, très vite, on se dit: «Bah, non, évidemment que c'est pas un outil magique. Il suffit pas de mettre, à disposition d'enfants, des jeux, voire même n'importe quel matériel pédagogique», j'ai envie de dire, en passant, pour que l'enfant puisse s'approprier ça et puisse, vraiment en faire, des réels apprentissages. Hem, les a le L'analyse statistique montrait quand même qu'il y avait quand même, une régression des écarts entre les enfants qui avaient des meilleurs résultats et les moins bons résultats au sein d'une même classe. Donc ça avait quand même une certaine, efficacité et surtout l'analyse nous montrait des différences entre des classes qui seraient censées être équivalentes, hein, dans le sens où j'avais chaque fois deux classes en parallèle dans une même école. Donc voilà, des écoles qui recrutent des enfants dans le même type de milieu socioculturel. Bon, la classe de troisième maternelle A, la troisième maternelle B, il n'y a pas vraiment de classification des enfants à ce niveau-là. Et parfois, j'avais des résultats très très différents entre l'une classe par rapport à l'autre qui du coup a donné lieu à encore des recherches après, une deuxième année, même une troisième année d'observation dans les classes pour voir ce qui se passait effectivement autour du jeu, puisque très vite là, ce qu'on a pu, enfin, ce dont je m'étais déjà rendu compte puisque je passais de classe en classe et je connaissais de mieux en mieux les enseignants et je voyais bien comment ils utilisaient les jeux, que l'utilisation au sein des classes était totalement différente d'une classe à l'autre. De l'enseignant qui proposait aux enfants
lors de l'accueil, c'est-à-dire le moment où tout le monde n'est pas encore arrivé et où les enfants sont un peu de manière informelle à l'école, eh bien, ils proposaient certaines tables avec ces jeux-là et puis les enfants pouvaient jouer, ce qui permettait à l'enseignant d'accueillir des parents ou de vaquer à l'une ou l'autre occupation au sein de la classe. Mais donc l'enseignant ne regardait pas les enfants jouer, n'exploitait pas non plus ce qui avait pu se passer à ce moment-là. Avec à l'autre bout, j'ai envie de dire, de l'empan, des enseignants qui effectivement, permettaient aux enfants de jouer, les observaient à jouer et puis organisaient une espèce de discussion, au sein de la classe ou au sein de petits groupes quant à ce qui se passait dans le jeu, qu'est-ce qu'ils avaient l'impression d'avoir appris, pourquoi tel jeu dans la classe et cetera et donc les éveiller à essayer de trouver, non seulement, quel était l'objectif, hein, en employant évidemment un autre vocabulaire, avec les enfants, mais pourquoi on avait décidé de leur proposer ce jeu-là, de leur pouvoir aussi, tiens, j'ai vu que vous utilisiez une autre règle, pourquoi, comment, leur demander de verbaliser, etc. Et donc de l'un à l'autre, évidemment que ce sont les enseignants qui euh, passaient des moments qu'on appelle là de débriefing, qui leur permet aux enfants de prendre du recul par rapport au jeu en lui-même, de verbaliser ce qui se passe, d'essayer d'anticiper le pourquoi on utilise, on leur fait jouer à ces jeux-là. Eh bien, c'est évidemment ces classes-là qui avaient de meilleurs résultats que la classe parallèle où peut-être ça ne se passait pas. Non, moi, je n'avais absolument pas demandé à l'enseignant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est en rien un reproche par rapport aux enseignants qui ne le faisaient pas. C'était juste une manière de mettre en évidence qu'il n'est pas évident que l'enfant apprenne à travers le jeu, mais je pense que j'oserais aller nettement plus large par rapport à n'importe quel outil pédagogique. C'est pas l'outil qui va faire apprendre à l'enfant, et l'outil est simplement une occasion de faire quelque chose. Et si là, grâce à l'effet de groupe, grâce au fait que chacun s'en empare différemment, et grâce au médiateur qui est l'enseignant qui va pouvoir essayer de mettre des mots sur ce qu'il a vu, de faire dialoguer, interagir les enfants, ce n'est qu'à ce prix-là que ça peut effectivement aider à construire des apprentissages grâce à ces outils, que ce soit l'outil jeu ou beaucoup d'autres choses aussi comme outils. On n'apprend pas malgré soi. Donc, si quelque part euh, les jeux, rien que l'introduction de jeux avait donné des résultats positifs en termes d'apprentissage sans que l'enseignant ou l'enfant lui-même fasse un autre travail que simplement jouer, ben, ça voudrait dire qu'on peut apprendre malgré soi. Hein, et le sujet a du coup très très peu d'importance. On serait dans une forme de conditionnement, on pourrait conditionner n'importe qui à un peu n'importe quoi, ce qui fait un peu froid dans le dos. Mais fort heureusement, le sujet est maître de son apprentissage et c'est en conscience de tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, pourquoi, qu'est-ce que ça me permet de faire, je pourrais utiliser cet apprentissage dans quelles conditions. Et bien sans ça, l'apprentissage, il ne s'approprie pas. Et heureusement, j'ai envie de dire. Ouais. Tu as, tu as beaucoup insisté sur la posture de l'enseignant qui a Mmh. un gros impact du coup, Énorme, ouais. sur l'apprentissage, et sur l'utilisation du jeu, avec les enfants. Est-ce qu'il y aurait aussi des conseils à donner sur le déroulement de l'activité ludique? Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Alors moi, j'aime jamais trop dire une bonne manière de faire parce que pour moi, il y a plein de manières de faire qui sont relatives au contexte de la classe, au contexte de l'enseignant, enfin le tempérament aussi, le tempérament de l'enseignant, l'ambiance d'une classe, c'est jamais deux fois les mêmes. Donc c'est à l'enseignant en tant que professionnel de voir. Mais ce qui compte quand même, c'est de toujours partir de l'observation des enfants. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Comment ils font? Pas simplement quelle carte il va mettre à quel moment, mais quelles sont les réflexions qui se font entre deux, là, quand ils attendent quelqu'un peut-être qui va mettre sa carte, etc. Comment ils sont dans le jeu? D'une part, pour peut-être à certains moments les titiller avec une stratégie un petit peu différente ou au contraire les soutenir, hein. Parfois, voilà, quand il y a un jeu avec le dé, l'aléatoire du dé fait que parfois, ben, le jeu stagne un peu, et cetera, et que et voilà, et ça, le temps commence à être long. Et ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change? Et donc, essayer de les inciter à se dire ah ben on pourrait inventer une règle supplémentaire qui ferait que du coup ben ça stagne moins et donc les rendre vraiment actifs et pas simplement à se conformer à une règle comme ça, mais surtout quand la règle ne leur convient pas.
hein, justement de pouvoir prendre ce recul. Mais au fond, oui, c'est vrai, on attend trop longtemps, on doit à chaque fois, on ne peut pas avancer avec le dé tant qu'il n'est pas sur telle ou telle case et cetera, ça va pas. Mais leur permet de dire: «Oh bon, ben alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Et les rendre acteurs de tout ça, moi ça me semble super important. Donc ça, c'est pendant le jeu, donc observer pour permettre de soit relancer, soit, pouvoir interroger après ce qui se passe et puis après, mais pas chaque fois et pas tout le temps parce qu'il faut que le ludique passe avant tout, prévoir des moments où on prend un peu de recul. Tiens, au fond, cette semaine, on avait un nouveau jeu. C'était quoi ce jeu-là? Pourquoi vous pensez que je l'ai proposé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous aimiez bien dans ce jeu, mais qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans ce jeu? Est-ce qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose? Et cetera. Voilà. Je pense que si on a ces grandes balises-là, de l'observation, du soutien au jeu, du soutien qui ouvre aussi à éventuellement inventer d'autres règles ou même à se dire, ben non, ce jeu-là, on ne l'aime pas, on n'a plus envie de jouer, donc se sentir vraiment acteur. Et puis ce débriefing qui permet en collectif, chacun de pouvoir se positionner et d'essayer d'analyser ensemble, parce que bon, surtout pour les enfants de 5-6 ans, ça ne va, une analyse individuelle, c'est pas trop imaginable. Et puis l'école, c'est vraiment le collectif, donc c'est ça qui me semble intéressant. Donc ensemble, essayer de se dire ben, en quoi ce jeu nous semble intéressant, est-ce qu'il nous a appris des choses. Alors pour ceux qui aimeraient, créer un jeu Mhm. avec éventuellement enfin avec un objectif pédagogique, quelle serait la bonne enfin, alors on va pas dire la bonne, mais une recette pour créer ce jeu? Tu nous as parlé de prendre une structure d'un jeu connu Mhm. et tu nous as parlé aussi de faire des règles larges que peuvent s'approprier les enfants. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres éléments? Mais au-delà de ça, bon, à partir du moment où on veut faire un jeu un peu pédagogique, c'est qu'on a un objectif pédagogique en tête, qui fasse partie d'un programme ou quelque chose de ce type-là. Et donc, par rapport à ça, moi en tout cas, hein, je sais pas, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est que j'essaye de voir quand, comment, dans quelle situation, dans quelle activité l'enfant pourrait utiliser ce savoir ou ce savoir-faire qui est visé, comme, objectif pédagogique. Quand dans sa vie de tous les jours, bah, ça pourrait être un plus de l'avoir, de l'utiliser. Quel type de situation il rencontre dans son quotidien? Ça, c'est une première chose. Et puis, dans un deuxième temps, du coup, beh, j'essaye d'observer, bah, les enfants avec la tranche d'âge, visée, en les mettant dans ce type de situation pour voir comment ils font, comment ils contournent éventuellement le fait de ne pas avoir ce savoir et ce savoir-faire-là. Et une fois que je vois plus ou moins, que j'ai une idée en tout cas de type de situation-là, alors j'essaye de voir quelle structure de jeu, permet ça. Est-ce que ça va être un jeu qui va demander une classification? Est-ce que c'est un jeu qui va demander de comparer simplement, hein, comparer deux choses pour trouver celle qui est la plus adéquate, ou des jeux qui vont demander une reconnaissance ou de la mémoire ou de pouvoir trouver un critère de classification qui est encore autre chose. Donc j'essaye de voir en fait quelle est l'opération mentale derrière, heu, le jeu en lui-même qui va être intéressante. Et en fonction de ça, j'essaye de voir voilà, des structures de jeu qui existent et j'essaye de déterminer un thème qui pourrait mobiliser les enfants, tout en sachant que ce type de thème-là, ça ne dure pas très très longtemps, enfin, dans le sens où dans 5-6 ans plus tard, le thème ne parle plus aux enfants parce qu'il y a autre chose qui est revenu. Ça, c'est un peu un effet de mode, en fait, ces thèmes-là. Et donc, moi, la première chose, c'est vraiment de se dire, au fond, cet apprentissage-là, à cet âge-là, ça lui ouvre quelle porte? Une fois que je sais quelle porte ça lui ouvre, j'essaye de voir dans quelle situation il pourrait utiliser, du coup, cet apprentissage-là. Et puis, l'opération mentale qui est en lien avec cet apprentissage. Super, c'est clair. Alors, avant de terminer cet entretien, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Hem J'avais en préparant un petit peu là l'entretien, je m'étais dit que, enfin en tout cas une des questions qui moi pour le moment me taraude un peu, bah, toujours en termes d'apprentissage, c'est, apprendre pour être libre ou libre pour apprendre ou les 2. Dans le sens où, l'école traditionnelle, elle vise le apprendre pour être libre, mmh. Et donc, c'est vraiment l'idée de tous ces savoirs culturels,
de pouvoir se les mettre dans mon sac à dos, comme je dis toujours, et du coup de pouvoir les utiliser pour comprendre et agir dans le monde. Les écoles un peu alternatives, souvent, ils prennent cette phrase-là dans l'autre sens, hein, dans le sens où dans un premier temps, et surtout à l'école maternelle, ils offrent une très très grande liberté, où les enfants, que ce soit dans la nature ou que ce soit à l'intérieur avec tout le matériel qui est mis à leur disposition, sont on les pousse au jeu libre dans tous les sens, aux jeux, toutes sortes de jeux de construction, d'assemblage, et cetera. Le jeu de règles, d'ailleurs, dans les écoles actives vient beaucoup plus tard, pour pas justement les enfermer déjà dans des règles, donc libres. Et donc cette liberté-là, j'ai envie de dire, même quand on joue avec des caplas ou des choses comme ça, très vite vont appeler à se poser des questions qui seront les vraies questions de l'enfant. Ce sera comment faire en sorte de faire un porte-à-faux. Si avec mes caplas, j'ai décidé de faire une terrasse à ma maison ou des choses comme ça, je vais peut-être vouloir faire un porte-à-faux, ou bien je vais avoir des problèmes d'équilibre. Et ces questions-là arrivent du côté de l'enfant, et c'est en rien l'enseignant qui va lui proposer déjà des thèmes de réflexion ou même des apprentissages. Et donc c'est là ce livre pour apprendre. Et quelque part, avec les challenges qu'a l'école actuellement, où il y a de plus en plus de problèmes, avec des problèmes de décrochage scolaire qui sont très 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 tôt, déjà en première primaire, des enfants qu'on n'arrive pas en fait à accrocher. Je pense que quelque chose entre les deux, ou de pouvoir proposer quelque chose comme un pont entre apprendre pour être libre et libre pour apprendre, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Une autre chose dont on n'a pas parlé, qui moi m'est très cher aussi, c'est ce qu'on appelle nous le principe d'éducabilité universelle. C'est-à-dire que qu'on soit enfant, adolescent, adulte, on peut toujours apprendre et qu'il est jamais trop tard, et que donc personne devrait être exclu justement, que ce soit de l'école et de tous ces chemins des apprentissages. Or, actuellement, on en est vraiment très, très loin, et pour moi, c'est vraiment un très grave problème de notre société. C'est tous les gens qui sortent de l'école complètement dégoûtés de l'école, non seulement tellement dégoûtés de l'école, mais qui arrivent à dire moi je suis pas fait pour l'école, ou je suis bête, ou je suis pas intelligent, ce qui est pour moi absolument pas vrai. Et pour moi, ça c'est vraiment un gros problème de notre société. Et donc moi, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment très important pour moi, ce principe d'éducabilité vraiment universel, quoi. Merci beaucoup, Sylvie Van Lint Muguerza, pour ce témoignage et puis d'avoir permis d'ouvrir cette réflexion. Mais de rien, c'est avec plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!